Alors, l'idée, c'était de passer de façon un peu artificielle d'un regard sur l'archéologie à un regard sur l'histoire syrienne. Interroger, en fait, il s'agit toujours d'interroger le rapport qu'a la société syrienne et, puisqu'on est à Paris, le regard que nous avons sur cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé le projet défini par Michel d'une vision d'ensemble et presque, pardonne-moi Michel, mais une injonction à adhérer à cette vision d'ensemble. Et je crois que l'intervention de Maurice sera assez justement judicieuse pour réfléchir à une certaine syrianité et en même temps scientificité de cette histoire. Alors, la table ronde s'appelle un peu, je ne sais pas si c'est de manière un peu osée ou euh, à discuter destruction de l'héritage culturel. On peut discuter de la pertinence d'idée d'un génocide culturel, euh, projet d'éradication euh, systématique d'un patrimoine, et on l'a vu lors de la première table ronde. On a vu aussi, alors je ne reviendrai pas sur les destructions liées, facilitées par la guerre civile, dont et les buts du régime qui n'étaient pas simplement de tuer sa population, je ne reviendrai pas sur les chiffres, euh, et, euh, et d'exiler, de faire partir les Syriens, hein, mais de rendre finalement impossible un retour en arrière. On a bien vu que cette destruction devait s'inscrire dans un temps beaucoup plus long, euh, qui n'était pas simplement celui de la guerre, et inscrire dans un pays où le régime, je ne reviendrai pas là-dessus, au pouvoir depuis 50 ans, hein, a écrit d'abord, a utilisé, a manipulé une histoire au service de la Sainte Trinité, et vous connaissez bien sûr, et a instrumentalisé l'histoire au service d'un roman national, d'une dynastie. Alors, nous, on ne va pas non plus jeter la pierre aux Syriens, puisque les Français ont commencé, j'allais dire, le game, pour parler jeune. Euh, et c'est seulement la guerre qui a rendu possible ce génocide. Et peut-être que lors des questions, la dimension régionale et comparative sera intéressante, parce que on ne peut pas ne pas penser ce matin à notre situation de guerre à Gaza comme en Irak. Et là, je pense que la situation avec Saddam Hussein et la guerre continuelle, hein, depuis pratiquement 1980 en Irak, a largement détruit le patrimoine irakien. Ce qui se passe à Gaza, évidemment, peut avoir des résonances avec ce qui se passe en Syrie. Donc, il s'agit de voir comment les Syriens et ceux qui travaillent avec les Syriens, hein, peuvent penser les conditions d'un nouveau travail archéologique, repenser pas dans la suite de comme s'il y avait une pause de 10 ans et puis on recommence, on appuie sur le bouton et on rouvre la lumière. Évidemment, ce n'est plus possible. L'écriture d'une histoire qui serait, alors j'ai beaucoup entendu hein, ce terme de l'importance de la politique, une histoire qui serait dépolitisée, mais est-ce que l'histoire, par nature, n'est pas politique, hein? En tout cas, une histoire dénationalisée dont les Syriens pourraient se réapproprier les ressorts. L'idée de jeter des ponts hein, avec le patrimoine, leur patrimoine et leur histoire. Je reparaphraserai Romain Bertrand, une idée. Est-ce qu'il y a la possibilité pour les archéologues, les historiens, d'écrire une histoire à parts égales? Je pense qu'on n'en est qu'aux prémices. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Maurice Sartre. Alors, est-ce que je présente Maurice Sartre? Je ne suis pas sûr que ça soit la peine. Euh, Maurice, que tout le monde connaît, moi-même, je le connais depuis bien longtemps. D'aucuns ont qualifié comme l'historien de Palmyre, sans faire injure à nos collègues syriens. Et, alors,
je ne reviendrai pas sur tous les travaux de Maurice Sartre. Je pense que un des mérites principaux, ça a été de vulgariser cette histoire et de jeter des ponts entre la France et la Syrie. Historien engagé, et je crois que Pierre Vidal-Naquet serait sans doute très fier de l'étudiant en master que vous avez été. Donc je vous laisse la parole sur ce communication Philippe l'Arabe et Zenobi au service de Assad ou l'instrument de l'histoire. Comment ne pas penser à l'ouvrage écrit par le trop fameux maréchal Classe qui s'est imaginé l'historien de Zénobie, faisant de Zénobie finalement l'ancêtre du régime et arabisant, nationalisant, euh, syrianisant, mais finalement assadisant plutôt, parce que c'était le père, une histoire qui est d'abord celle des Syriens autant qu'une histoire universelle. Merci pour cette introduction. J'ai changé un tout petit peu le titre parce que j'ai trouvé que l'autre était un peu lourd, que celui-ci était peut-être un peu plus direct. C'est ce qui s'appelle du détournement de l'histoire. Comme Jérôme l'a rappelé, comme l'a rappelé Jérôme, toutes les nations ont un roman national. Chez nous, ça s'appelle Vercingétorix, Clovis, Jeanne d'Arc, Saint-Louis, Napoléon, enfin qui vous voudrez. Donc, il est parfaitement logique, il y a même des pays qui ont un roman national qui est absolument pas fondé sur l'histoire, mais sur des héros mythiques. Bon, en Bretagne, par exemple, ou dans d'autres pays. En Syrie, il y a des héros. On en peut en citer beaucoup, qui sont effectivement nés en Syrie, pour certains, d'autres non, mais peu importe. Euh, Zénobie, je crois qu'elle fait partie du roman national. Philippe l'Arabe aussi, plus récemment. Mais je vais en parler quand même parce que moi, je connais guère que ce qui est avant l'islam, c'est vrai. Mes compétences sont limitées. Mais je sais que Saladin est aussi un héros, lui aussi, avec de bonnes raisons. Le problème, c'est que la dictature, les dictatures, quelles qu'elles soient, détestent l'histoire. Elles n'aiment l'histoire que quand elle sert à exalter le régime et à exalter le nationalisme qui sert de support à leur propagande. Et j'ai dit bien les dictatures, les régimes autoritaires. Euh, on en a des exemples. Ça a été la France du Second Empire, où il y avait une histoire officielle qui était quasiment écrite, malgré tout, par de bons historiens. Ça limitait les dégâts, mais quand même, ça existait. On en a eu un exemple tout récent avec Poutine écrivant le nouveau manuel d'histoire officiel de toutes les écoles russes et l'écrivant à sa manière. Et je peux vous dire que c'est pas triste. Je voudrais, moi, m'intéresser à deux personnages parce que ces deux personnages, mon expérience me montre qu'ils ont été totalement instrumentalisés par le régime des Assad. Et je crois, au bout du compte, je le dis quand même d'entrée, même si j'essaierai de le montrer rapidement en tout cas, je crois que je ne connais pas d'autres pays où il y a un tel décalage entre les héros du roman national et la réalité historique des 10 personnages. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parlons de Philippe. Philippe, donc, Caius Julius Philippus, empereur de Rome. Les faits sont bien connus. Je les résume. Je ne vais pas vous faire un cours sur Philippe, je pourrais rester des heures, mais j'ai qu'un quart d'heure pour présenter et Philippe et Zénobie. Pour Philippe, il est devenu populaire lorsqu'on a retrouvé sa tête dans les années 60 à Charba, qui est en fait sa ville natale. Là-dessus, on est tous d'accord, car on sait que le village, ou la petite ville, on peut dire, de Charba, en Syrie du Sud, c'est la Philippopolis antique qui a été fondée comme cité par Philippe. On connaît également, la suivante s'il vous plaît, le sanctuaire du culte impérial qui a été identifié comme tel, et on connaît également un autre monument qu'on appelle bêtement le Philippeion, la suivante, mais qui en réalité est plutôt dédié au père de Philippe, qui s'appelle Marinus. Il y a notamment les deux petites consoles que vous voyez sur la façade, de chaque côté de l'ancienne porte, parce que ça a été bricolé, mais peu importe, et donc qui est probablement
peut-être, en tout cas, soit le tombeau, soit un sanctuaire du Marinus divinisé. Les deux consoles portent au dieu Marinus. Donc c'est clair, là-dessus, il n'y a pas de doute. On sait très bien donc qu'il a été empereur de Rome de 244 à 249. Mais alors me direz-vous, mais pourquoi arabe? Qui nous dit qu'il est arabe? Et que veut dire arabe? Il faut savoir qu'en réalité, il y a très peu de sources contemporaines. Il y a des inscriptions, il y a l'archéologie, et là, ça fait la transition avec la table ronde précédente. L'archéologie, c'est quand même une des manières d'écrire l'histoire. Pour ce qui est de Philippe, les sources sont rares. On sait quand même que vers 360, un auteur qui s'appelle Aurelius Victor nous dit qu'il est né dans un petit village près du Trachone. Et le Trachone, c'est parfaitement identifié, c'est le Ledja. Le rugueux, disaient les Grecs. Les Arabes, après, ont dit en arabe, c'est le refuge. Bon, tous ceux qui connaissent la région diront Aurelius Victor a raison, le Trachone, Ledja, c'est bien la région de Charba. Un petit peu plus tard, il y a un abréviateur qui résume Aurelius Victor, et lui, alors, il ajoute quelque chose qu'on a trouvé nulle part ailleurs, avant lui, en tout cas, on ne sait pas qui, c'est le fils d'un chef de brigand. Pourquoi? D'où est-ce qu'il sort ça? Un empereur de Rome, qui est le fils d'un chef de brigand. Mais en réalité, quand on a un petit peu, qu'on connaît tous les textes, les Trachones, dans l'Antiquité, il est associé aux brigands, parce qu'on en a deux descriptions très précises, faites par Strabon et par Flavius Joseph, qui décrivent, et de façon minutieuse mais extrêmement juste, parce qu'on a trouvé les preuves archéologiques, les grandes grottes dans lesquelles se cachaient les brigands. Et ils disent même, ce que longtemps les gens n'ont pas cru, il y en a une qui est même tellement grande qu'on peut y mettre 4000 personnes. Mais la grotte en question, nous on la connaît, elle est à Arica, sur le Ledja. Vers, donc, voilà un élément qui s'ajoute. Remarquez bien que personne n'a dit qu'il était arabe jusqu'à présent. Vers 400-405, donc au début du 5e siècle, il y a une œuvre très célèbre, très connue, j'allais dire presque hélas, ce qui s'appelle l'Histoire Auguste, qui est une série de biographies de tous les empereurs qui sont succédés d'Adrien jusqu'à la fin du IIIe siècle, jusqu'à Carin et Numérien. Il y en a un qui manque. Pas de chance, c'est Philippe. Alors on s'est dit, tiens, cette biographie-là est perdue. Non, il n'est probablement pas perdu, parce que les manuscrits sont tous conformes. Il n'y a jamais de biographie de Philippe. C'est qu'il n'a pas voulu la faire et on ne sait pas pourquoi. Mais on parle quand même de lui dans la vie de son prédécesseur, parce qu'il l'accuse, l'auteur, d'avoir fait assassiner son prédécesseur. Alors lui, il l'emploie pour la première fois. Donc on est un siècle et demi après l'époque de Philippe. Il est Philippus Arabs, donc Philippe l'Arabe. Et le nom va lui coller désormais à la peau. Un peu plus tard, et c'est le quatrième auteur, Zosime, un grec, écrit « Il est né ex-Arabias ». Pardon de parler grec, mais vous aurez compris que ça veut dire « il est né, il est originaire d'Arabie ». Ce que curieusement, les traducteurs, en français notamment, ont traduit « il est d'origine arabe ». Ce n'est pas du tout ex-Arabone, c'est ex-Arabias. La question, alors évidemment, la découverte de la tête de Philippe a enflammé le public syrien. Enfin, un empereur, on a la tête du seul empereur romain qui est arabe. Le seul problème, c'est que personne ne s'est posé la question, ça veut dire quoi arabe? À votre avis, pourquoi l'auteur de l'Histoire Auguste l'appelle Philippe l'Arabe? C'est pour vanter le nationalisme du Bahas. C'est comme ça que l'a compris Mustapha Atlas et tous les officiels du régime, évidemment. Je me souviens d'un colloque pour l'inauguration du musée de Souaïda en 1990, où le préfet était au premier rang, et à la fin d'une communication sur Philippe l'Arabe, dont on peut oublier totalement le contenu, ça n'a aucune importance, le préfet s'est levé et a déclaré « Si je comprends bien, par sa tolérance, son goût de la paix, je ne sais quoi, je ne me souviens plus de tous les arguments qu'il a donnés, je pense que Philippe mérite d'être le premier bassiste. » Donc, vous voyez que la récupération, quand je parle de récupération et d'instrumentalisation, j'ai quand même de bonnes raisons.
Ce que n'ont pas fait, donc la question qui ne s'est pas posée et que les historiens devraient peut-être se poser, qu'est-ce que ça veut dire arabe au IIIe, IVe siècle de notre ère pour un écrivain grec ou latin qui qualifie quelqu'un d'arabe? Ben, je suis bien obligé de reconnaître que ce n'est pas pour valoriser le personnage. Parce que arabe ne peut avoir que deux sens. Il y a un sens, j'allais dire, sociologique ou anthropologique. C'est pas du tout, la langue n'a rien à voir là-dedans. On peut être arabe, il suffit d'être nomade. Arabe égale nomade. Et donc, toute personne qui vit de manière nomade, que ce soit sur le plateau iranien, dans l'est de la Turquie actuelle ou dans la péninsule arabique, il est qualifié d'arabe. Et arabe est aussi synonyme d'un autre mot, brigand. Donc, lorsque notre auteur qualifie Philippe d'arabe, c'est tout simplement pour le dévaloriser et dire c'est un brigand. Ce qu'a bien compris d'ailleurs Edward Gibbon au XVIIIe siècle, qui du coup nous écrit Franco, alors lui il fait la synthèse de tous les autres, c'était un arabe qui dans sa jeunesse, puisqu'il était arabe forcément, était à la tête d'une bande de brigands. Après, personne ne se pose la question comment ce gamin-là qui attaque les gens dans le désert se retrouve préfet du prétoire à Rome. Parce que préfet du prétoire, je vous signale, c'est le deuxième personnage de l'Empire. C'est le bras droit de l'empereur. Ça obéit à une carrière très stricte, qu'on est dans une société d'ordre. Et son frère aussi a été préfet du prétoire. Donc là, il y a quand même un petit mystère. Donc, si vous voulez, l'image qu'en fait le régime aboutit à une contradiction énorme. Parce que le même Mustapha Tlass, lorsqu'il parle de Rome, et ça, on est plusieurs à l'avoir entendu de nos oreilles même, c'est la période la plus tragique de l'histoire de la Syrie. Pourquoi? Parce que Rome est assimilée à un colonisateur et derrière Rome, les propos de Tlass visaient bien entendu le mandat français. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire la plus tragique de la Syrie, l'une des plus sombres, a-t-il même dit. Quand il vous dit ça à Palmyre, vous regardez autour de vous, c'était avant Daesh, c'était en 2002 si j'ai bonne mémoire, euh, vous dites qu'est-ce que ça doit être des autres si ce produit de cette période sombre, c'est Palmyre, c'est un problème. Mais ça aboutit donc à une contradiction qui désoriente complètement, j'allais dire, le tout venant, le peuple qui n'est pas forcément cultivé, qui n'a pas forcément fait des études d'histoire. À la fois, on loue un empereur romain, c'est-à-dire que c'est un traître, si je comprends bien. Voilà un arabe qui a accepté d'être à la tête de l'État colonisateur. Comment vous vous en tirez? Avec Zénobie, je dirais que c'est pire. Si on peut aller plus loin, s'il vous plaît, voilà. Je n'ai pas mis de photo de Palmyre parce que tout le monde connaît. Pour Zénobie, je rappelle les faits, qui sont bien connus et limités. Il ne faut pas oublier que la documentation n'est pas non plus infinie. C'est une femme de Palmyre, ça ne fait aucun doute. Mais à Palmyre même, voilà le seul texte bilingue, grec d'abord, araméen ensuite, où il est fait mention de Zénobie. Le seul. Deuxièmement, chose acquise aussi, on sait que son mari Odeinat a été assassiné en même temps que son fils aîné, qui n'était pas le fils de Zénobie, en 267 ou 68. Et la préoccupation de Zénobie a été de transmettre à son fils à elle, fils qu'elle avait aussi avec Odeinat, donc, ou Abalat, les titres héréditaires qui pouvaient lui revenir. C'est-à-dire sénateur romain, sénateur de Rome, car Odeinat est un des rares Syriens à être sénateur à Rome, pas l'oublier. Ce n'est pas un conseiller municipal de Palmyre, non, c'est un sénateur de Rome. Elle lui envoie donc, elle lui transmet un certain nombre de titres, notamment le titre de roi des rois,
qui n'est pas du tout un titre romain, mais c'est un titre qu'Odeynat avait pris après avoir écrasé par 2 fois le roi des rois, c'est-à-dire le roi des Perses. Et donc, le Romain n'avait rien à dire si le gamin reprenait les titres de son père. Bien. Ensuite, et je passe là sur les détails, ce qu'on voit, c'est qu'elle change, elle essaye de faire prendre à son fils le titre d'empereur de Rome. Et on peut aller un peu plus loin, s'il vous plaît. Voilà des millières de Wabalat, roi des rois, et de Zénobie, sa mère, où on voit qu'il fait des millières absolument comme s'il était un empereur romain, il fait exactement la même chose, mais il ne porte aucun titre impérial. Les titres qu'il porte, c'est les titres héréditaires ou des titres militaires. Dux Romanorum, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce n'est pas un titre vague qui ne veut rien dire, c'est un titre militaire. Dux, un dux au milieu du IIIe siècle, c'est un chef local, enfin, pour une région donnée, dans l'Empire romain. Finalement, elle essaye probablement de négocier, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est proclamé empereur, c'est Aurélien, elle essaye de négocier avec lui. Est-ce qu'on peut avoir la suite? Voilà d'autres millières où là, il porte cette fois-ci, sur le premier en tout cas, simplement consul, impérateur, chef des Romains, roi, c'est-à-dire roi des rois. Et puis sur le deuxième, là, il a sauté le pas, il est devenu empereur, il est Auguste. Et on voit la même évolution sur les monnaies, où, si on prend la suivante, voilà les monnaies vous avez à gauche une monnaie avec au droit Aurélien Auguste, l'empereur légitime, et au dos Wabalat, mais sans titre d'empereur. Parce que imperator, ce n'est pas ce qui signifie empereur. C'est là aussi un titre militaire. Et puis, à droite, quand il saute le pas, il est tout seul sur les monnaies, il est Auguste, avec au dos la victoire Auguste. Et dernière photo, je crois, ou l'avant-dernière, Zénobie saute le pas en même temps que lui, si j'ose dire, c'est quand même elle qui le pousse à sauter le pas. Elle est Augusta, Zenobia Augusta, Septimia Zenobia Augusta, avec la Concorde. Ce qui est certain, donc, c'est qu'elle est impératrice de Rome. Elle n'a jamais, jamais été reine de Palmyre. Nulle part. Il n'y a aucun document qui la traite de reine de Palmyre. La thèse de Mustapha Atlas, qui est, j'allais dire, la version commune, c'est quand même la version partout, où on raconte qu'elle est, reine de Palmyre, c'est Mustapha Atlas, elle veut libérer les Arabes de l'oppression romaine, là je cite ses mots à lui, elle est la créatrice du premier empire arabe, il oublie complètement qu'elle figure, elle fait des millières en latin, des monnaies qui sont des copies des monnaies romaines, enfin qui sont des monnaies romaines. Je dis des copies, non, ce sont des monnaies romaines, comme Augusta, elle est impératrice de Rome. Et quand même, à un moment, là, c'est obligé de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle a échoué? Eh bien, parce que, en fait, les autres Syriens, qui étaient sous l'oppression de Rome depuis beaucoup plus longtemps que Palmyre, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que ça fait moins d'un siècle plus tôt. Palmyre est rentré dans l'Empire romain entre 10 et 19 de notre ère, et le reste de la Syrie en 64 avant, donc ça ne fait pas énorme. Elle échoue, donc les autres Syriens ne sont pas venus à son aide parce qu'ils étaient trop profondément aliénés par le colonialisme romain. C'est la thèse résumée de Tlas. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux exemples et cette instrumentalisation de l'histoire? Je crois que nous ne choisissons pas plus notre histoire ou l'histoire dont nous sommes les héritiers que nous n'avons choisi nos parents. Je ne crois pas que vous ayez choisi vos parents, moi en tout cas ce n'est pas le cas, et notre histoire aussi. Et lorsqu'on entend des jeunes Syriens effectivement qui sont sortis de l'école et qui vous disent, lorsqu'ils regardent quelque chose qui est pré-islamique par exemple, c'est pas notre histoire. Si, c'est votre histoire. Tout le patrimoine dont on a parlé jusqu'à présent, c'est l'histoire de tous les Syriens, comme c'est d'ailleurs une partie aussi de notre histoire, bien entendu. Ce n'est pas par hasard qu'il y a un patrimoine de l'humanité.
Mais pourquoi est-ce que les tyrans n'aiment pas l'histoire? Parce que l'histoire, elle a un gros défaut. Elle développe l'esprit critique. Or, je prétends qu'il n'y a pas de citoyen libre, il n'y a pas donc d'État libre sans l'esprit critique. L'histoire, elle apprend à reconstruire tant bien que mal le passé en étant, car l'historien, il a un autre défaut, c'est un révisionniste. Je veux dire qu'il révise constamment sa manière de voir et d'expliquer les choses pour tenir compte justement des découvertes nouvelles qui viennent s'ajouter à ce qu'on savait déjà. Et donc, si vous voulez, je crois que la tyrannie, elle a intérêt à confisquer en quelque sorte des personnages et à les figer dans un discours qui n'a rien à voir avec la réalité, mais peu importe, puisque ce discours, il est fait pour exalter le régime et, dans le cas particulier de Zénobie comme de Philippe, une sorte d'ultranationalisme arabe. Et je pense que tous ceux qui fréquentent la Syrie depuis longtemps, qui ont fréquenté beaucoup la Syrie des Assad, ont pu mesurer l'ampleur du nationalisme, j'allais dire, le plus ravageur et le plus dommageable. Je dis bien du nationalisme, je ne parle pas du patriotisme, qui est tout à fait autre chose. Donc, je crois que une des tâches considérables qui attend le nouveau régime, et les Syriens tous ensemble, c'est de reconstruire un système d'enseignement. Je sais que c'est déjà en partie à l'œuvre, parce que le régime a détruit le système d'enseignement syrien. Pour avoir enseigné en Syrie dans les années 70, même en 70, et d'avoir quitté la Syrie qu'en 2011, je peux voir, à plus de 40 ans d'écart, le désastre qu'a été l'effondrement de l'enseignement à tous les niveaux, et y compris dans les sciences humaines, les sciences sociales et humaines. Les mathématiques, c'est plus difficile à manipuler. On peut difficilement apprendre qu'un et un font trois. Tandis que Zénobie, on peut raconter n'importe quoi. Donc je crois que c'est une tâche prioritaire aussi, qui rejoint d'ailleurs tout ce qui a été dit tout à l'heure sur l'archéologie, parce qu'on ne peut pas construire une nation libre sans avoir une vision exacte ou le plus exacte possible de son propre passé. Merci. Et le défi, effectivement, c'est celui de l'école, de la formation, comme le disait Michel tout à l'heure. Alors, je ne vais pas oser dire que l'apprentissage de l'histoire et de ce roman national, c'est un legs de la France. Je suis pas loin de le penser. Mon ancienne amie Suzanne Citron, qui travaillait sur le roman national, a aussi travaillé sur l'invention de la France, qui est une invention aussi formelle. Si on utilise le latin, je ne vais pas vous faire un cours de latin sur Rex Francorum ou Rex Francia, la France est une invention tardive. Et ici, là encore, je pense que pour l'école, il ne suffit pas de dire, et l'histoire en Syrie, on oublie ce qu'a fait Bachar al-Assad, le régime, et puis on recommence. Il faut aussi peut-être repenser les conditions, et c'est la conclusion de Maurice Sartre, hein, d'un enseignement qui serait, enfin qui, pour ma part, je pense fondamental pour l'avenir de la Syrie. Peut-être plus encore que la sauvegarde de tel ou tel site archéologique ou de telle ou telle archive qui ne jetterait pas des ponts avec la population syrienne. Euh, oui, la volonté d'inscrire ces héros dans une histoire ultra-nationaliste, hein, on la voit à Palmyre, et je pense que Laurence et Mathilde pourront encore mieux l'illustrer hein, dans l'usage et les mésusages et les réusage des ruines de Palmyre et sur le foisonnement des statues. Hein, peut-être que. Alors, je pense qu'on aura très largement l'occasion de revenir, donc c'est pour ça que je vais peut-être directement passer la parole à Laurence Gillot,
que je vais présenter rapidement, historienne, travaille de l'autre côté de la BNF, même si elle a des attaches à l'ULB à Bruxelles, qui a travaillé sur la mise en valeur des sites archéologiques en Syrie, qui vient de soutenir une habilitation à diriger des travaux toute fraîche sur justement une réflexion autour de l'institutionnalisation de la discipline et sur les rapports que entretiennent notre discipline, et, moi je suis historien, mais l'archéologie et la société. L'histoire est par nature politique, bon, même si elle n'est pas obligée d'être partisane. Euh, et donc, tu travailles sur le patrimoine, l'impact des politiques archéologiques c'est-à-dire sur le patrimoine, mais aussi, bien sûr, sur les sociétés. Et tu étais intervenu à cette journée sur Palmyre et sur les usages sociaux, et en particulier sur ce qui a été dit ce matin, et qui est un peu oublié sur la dimension touristique du patrimoine syrien, pensé longtemps comme un objet finalement d'enrichissement important. On a donné les chiffres du PIB, mais qui joue aussi un rôle dans la réappropriation par les Syriens de leur patrimoine, avec évidemment toutes les dérives d'un tourisme, on va dire, pensé en dehors de tout cadre, j'allais dire, archéologique, et par les acteurs du patrimoine eux-mêmes. Donc, une réflexion sur les usages. Moi, j'utilise beaucoup les termes de mésusage ou les réusages, hein, pour reprendre ton terme, du patrimoine archéologique, et sur la construction historique d'un discours des ruines qui participe de ce roman national. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça passe bien. Voilà, alors moi je vais rebondir. Alors non, peut-être pas tant vous parler d'histoire que plutôt de mémoire et des multiples mémoires en fait que l'on peut associer à ce site effectivement exceptionnel. On aurait pu parler d'Alep, s'agissant notamment des destructions patrimoniales, de questionner aussi hein, ce terme, cette expression de génocide. C'est vrai que Palmyre revient quand même très très fréquemment, autant dans l'actualité qu'ici, hein, au cours de la première table ronde. Hein, on en fait peut-être là aussi, hein, étant donné sa qualité de lieu de mémoire multiple, national, universel, de lieu touristique aussi, hein, qui force l'admiration des voyageurs depuis bien longtemps. Il est clair que cette polarisation sur Palmyre fait qu'en tant que chercheur, on peut difficilement s'en abstraire. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de me poser la question en quoi, d'un côté, ce site est spécifique, présente une histoire dans l'écriture, la réécriture de son histoire, présente un exemple exceptionnel, hein, pour reprendre là aussi hein, la terminologie de l'UNESCO, et en quoi en même temps Palmyre nous permet aussi de réfléchir plus largement à la fois au passé, au présent et à l'avenir du patrimoine syrien, et pas que du patrimoine archéologique. Alors, ce qu'il faut aussi se poser peut-être comme question, c'est à travers cet exemple palmyrénien, et notamment en prenant la porte d'entrée des destructions patrimoniales, c'est comment qualifier, alors non pas les destructions par l'État islamique, je pense que là on est tous d'accord, on l'a suffisamment lu, entendu, c'est un génocide culturel. Comment qualifier par contre cette attitude ambivalente du régime syrien, tantôt protecteur, tantôt destructeur de ruines, tantôt générateur aussi de ruines? Je vais vous montrer quelques caricatures qui en disent assez long sur cette ambivalence. Et puis c'est se poser la question aussi, là de manière un peu plus prospective, de la place du patrimoine à l'heure actuelle dans une Syrie en reconstruction. De quel patrimoine s'agit-il? Quelle place pour les ruines? Quelle place pour d'autres dimensions aussi patrimoniales? Je vous rappelle que dans la terminologie arabe, dans le vocabulaire des Syriens, le terme patrimoine peut se traduire hein, de manière différente. Les ruines
Atlal, sur le plan institutionnel, juridique, sont reconnus comme patrimoine Athar, mais le terme qu'utilise, et je me rappelle effectivement, je pense que beaucoup d'archéologues ici l'ont entendu aussi, le terme qui revient souvent dans le vocabulaire des populations syriennes, c'est plutôt celui de Tourath. Et c'est ce qui renvoie aussi à ces dimensions immatérielles, à cette vie des ruines, à ces usages sociaux qui, là aussi, sont possibles et sont parfois proscrits, ce qui a tendance effectivement à creuser l'écart entre les populations et les possibilités d'appropriation d'un patrimoine, soit universel, mondial, soit national. Alors c'est ce qui s'est passé dans cette histoire politique, sociale des ruines de Palmyre. Enfin, c'est ce qu'on peut en tout cas observer. Alors, je ne reviens pas sur l'exceptionnalité du site. On sait bien, alors il fallait quand même rappeler par quelques images ce qui a frappé effectivement bon nombre de voyageurs et d'acteurs actuels. C'est ce cadre paysager, ces ruines monumentales, ce potentiel voilà, touristique. Et puis, on l'a vu aussi, les recherches archéologiques, autant qu'historiques, ont montré la longévité de l'occupation d'un site dont on peut effectivement, et dans lequel on peut puiser pour divers romans, national, international, local. Les possibilités sont là aussi très nombreuses. Alors, je vous ai mis quelques aussi fragments de texte. Lieu irrésistible, singulier, incroyable, écrivait Christy Malowan dans le guide de Rose Burns. C'est aussi Palmyre qui justifie à elle seule le voyage en Syrie. Donc, on a là effectivement tout indiqué ce rapport émotionnel, ce rapport qui à la fois reconnaît la valeur esthétique d'un site, de son paysage, de ses ruines, sa valeur identitaire, c'est un patrimoine national, un patrimoine universel, qui effectivement, enfin, représentation qui repose sur différents mythes, celui de la cité romaine, celui de justement la cité arabe, incarnée dans surtout la figure de sa reine Zénobie, et puis celle en fait d'une cité caravanière, cosmopolite, carrefour des civilisations. Donc tout ça a nourri évidemment les représentations et a participé de ce processus de patrimonialisation de Palmyre. Alors, la patrimonialisation, c'est quoi? C'est effectivement la création, la construction d'un patrimoine qui repose sur différentes opérations. D'abord, on identifie, on reconnaît, on retrouve. Dans le cas de Palmyre, on redécouvre des ruines. Ensuite, on les étudie. Enfin, d'abord, on les décrit, puis progressivement, on les étudie, on les documente, de manière à identifier les valeurs pour lesquelles on va protéger ensuite ces ruines, et puis construire des images qui vont elles-mêmes permettre d'engager un processus de restauration, de reconstruction de ces ruines à l'image qu'on se fait de cette histoire reconstruite. Donc la patrimonialisation de Palmyre, c'est un processus assez continu qui aboutit aussi à la mise en valeur très précocement du site à des fins touristiques, et ce, dès le mandat français. Alors je vous passe les détails et les différentes étapes de cette mise en valeur. On constate donc qu'effectivement, dans ce temps dit d'archéologie coloniale sous les mandats, on fait de Palmyre effectivement cet exemple emblématique de la cité romaine qui participe du discours évidemment colonial de la France, héritière de Rome. On entreprend des travaux de restauration, on classe le site, on y institutionnalise une pratique archéologique tournée aussi à l'international. Donc, c'est un site qui offre un potentiel documentaire reconnu par tous. Donc, se construit déjà à ce moment-là cette idée d'un patrimoine mondial. Au moment de l'indépendance de la Syrie, et encore plus avec l'accession au pouvoir de la famille Assad, et donc l'implication aussi à la récupération par le parti basse, on voit effectivement se construire là l'idée d'un patrimoine plutôt national qui peut fonctionner quand même à double sens. Autant
assurer une certaine forme de cohésion sociale autour d'une identité nationale fondée sur des repères ou des critères comme ceux de l'arabité, hein, plutôt que la religion. Donc on a là un référent qui est laïcisé. Le patrimoine offre, comme dans bon nombre de sociétés laïques, un tel potentiel. Et puis de l'autre, ben, c'est aussi l'occasion d'utiliser Palmyre comme un pont, hein, un pont qui permette le dialogue, surtout à partir des années 80, avec l'inscription au patrimoine mondial, qui permettent de renouer le dialogue avec les acteurs européens, la communauté internationale. Donc les fouilles reprennent là aussi, ou connaissent une période d'essor, hein, c'est Palmyre, l'un de ces paradis archéologiques où voilà, hein, les archéologues aiment travailler. Parallèlement aussi, la mise en tourisme du site se poursuit sans pour autant, enfin, et génère par contre quand même là aussi quelques inquiétudes. Et c'est là qu'on entre dans un processus qu'on pourrait qualifier plutôt de déconstruction patrimoniale ou de dépatrimonialisation. C'est qu'en fait, le patrimoine, c'est une construction sociale qui n'est pas nécessairement, enfin, qui n'est pas que consensuelle. Il faut effectivement accord, il faut appropriation pour qu'il y ait transmission des biens du patrimoine, mais il peut y avoir aussi refus, il peut y avoir aussi des pratiques qui ne vont pas dans le sens effectivement de cette transmission, de cette sauvegarde. Donc là, on n'est pas dans des destructions qui sont de nature volontaire ou orientées vers la destruction d'une identité, mais on a une pression urbanistique, touristique, qui fait qu'on se pose quand même la question de, voilà, que doit-on faire en tout cas pour protéger ce site et éviter qu'à terme, notamment du point de vue l'UNESCO, ils perdent en authenticité, hein, et qu'ils, à terme, soient déclassés. Donc on se pose déjà un certain nombre de questions. Et puis, effectivement, le conflit syrien va plus encore engager un processus alors, de destruction qui est lente et plutôt invisible. Et c'est surtout à partir effectivement des destructions faites, enfin, ou délibérées, hein, par l'État islamique en 2015 qu'on se rend compte de l'ampleur effectivement d'un phénomène qui ne touche pas que le site de Palmyre, mais bon nombre évidemment de sites syriens. Alors, tout ça aussi pour revenir effectivement sur ces appropriations, hein, qui montrent l'importance ici nationale, hein, des ruines placées sous ce patronage présidentiel. Donc, le régime va se faire le défenseur quand même d'un patrimoine, protecteur d'un patrimoine qui paradoxalement, et on va le voir aussi, tout en, donc on va dire paradoxalement, détruisant, hein, aussi une population, des sociabilités, et pas seulement à Palmyre, hein, dans bien d'autres lieux, processus de destruction qui va évidemment se renforcer avec la guerre civile. Alors, je ne reviens pas aussi sur l'argumentaire de l'inscription de Palmyre au patrimoine mondial, mais vous voyez déjà, en tout cas, cette prise de conscience dans les fin des années 2000 des problèmes, hein, en termes d'intégrité, d'authenticité qui se posent sur ce site. Ce site peut-il continuer à être, enfin, ou à bénéficier de ce label, hein, de patrimoine mondial dans l'évolution qu'il connaît, hein, sans la prise de mesures particulières? On parlait de projets européens, il y a eu des projets, notamment européens, financés en tout cas par la Commission européenne, visant le réaménagement notamment de la route qui traversait le site, du musée. Donc voilà, une série d'initiatives qui montrent qu'il y a là quand même une tension entre un patrimoine qui se fait, qui se défait, hein. On a là une notion voilà, qui est mise à mal par différents phénomènes. Alors ici, ça vous montre là aussi évidemment cette importance touristique du site, tourisme qui est développé, enfin qui fait l'objet, hein, d'ailleurs du plan de développement dès les années 70 de l'Office du tourisme syrien, et notamment la création d'un festival va aussi avoir pour but de rapprocher les populations syriennes de Palmyre. Outre le fait qu'il y ait aussi dans les manuels scolaires, dans les visites scolaires organisées, des initiatives, hein, visant à cette appropriation. Les festivals, en tout cas, ils vont s'inscrire dans ce double objectif, attirer des touristes et puis permettre effectivement aux populations de profiter de ces ruines de manière différente le temps d'un festival. Alors,
tout va bien jusqu'à effectivement 2015, hein, j'aurais dû dire 2010, mais jusqu'à 2015, en fait, on ne parle pas beaucoup des destructions à Palmyre, et pourtant, on sait bien hein, que l'armée syrienne a occupé la ville et le site, que des fouilles illégales, évidemment, s'y sont développées et ben, sont le fait, en fait, de toutes les parties du conflit, hein. On peut difficilement, là aussi, identifier précisément les auteurs. Toujours est-il que ben, pour la communauté internationale, au niveau en tout cas de la médiatisation, c'est la destruction par Daesh de l'Arc de Triomphe qui ben, va marquer hein, le départ d'une condamnation, en tout cas d'une émotion internationale et puis d'une condamnation. Alors ici, hein, je vous voilà, évoque quelques propos, notamment ceux tenus par Patrick Cabanel, qui impute en fait cette émotion et cette réaction aussi à cette sacralisation occidentale du patrimoine, qui semble dire en fait que finalement cette émotion elle est surtout le fait des acteurs étrangers internationaux, mais toujours est-il, et on le sait, les Syriens aussi vont être émus par cette destruction. Alors pas que par celle-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État islamique, lorsqu'il entre dans Palmyre, commence par détruire non pas les ruines du site archéologique, mais la prison de Palmyre. Et pour les Syriens, Palmyre, c'est Admor. C'est cette fameuse prison où le régime séquestre, torture et assassine impunément des milliers hein, de concitoyens. Donc voilà aussi ce dont on ne parle pas dans la presse internationale. Alors voilà, les images hein, fusent, les condamnations aussi. On se rend compte qu'effectivement, il faut détruire un symbole identitaire, celui d'une société occidentale fondée sur des valeurs de tolérance, de dialogue interculturel, etc. J'en passe. Le vocabulaire est clair, hein, c'est un crime de guerre, pour reprendre les propos d'Irina Bokova, alors directrice de l'UNESCO. C'est aussi à la fois donc un site et des ruines qui sont identitaires, on le voit pour l'Occident comme pour les populations locales, hein, écrit Jean-Paul Demoule en 2015. Et puis, bon voilà, hein, la destruction est vue finalement de ces ruines, est apparentée à celle des tortures et des meurtres des populations elles-mêmes. Alors, en fait, quand on va plus loin, et peut-être même qu'on regarde plutôt la partie submergée de l'iceberg, on se rend compte que Palmyre et ses destructions par l'État islamique sont plutôt l'arbre qui cache la forêt. Parce que d'une part, ben, comme je vous disais, l'État islamique n'a pas que détruit, hein, les ruines antiques ne les a pas que dynamitées. Il y a d'une part cette destruction de la prison, et puis il y a et de ses archives, et puis il y a aussi le pillage du musée, le trafic des antiquités de sang. Hein, donc voilà, on a là tout un phénomène quand même qui est bien plus complexe. Et puis de l'autre, c'est oublier aussi que le régime, et là on en vient au propos de cette journée, c'est que le régime Assad est un régime qui a été à plusieurs reprises qualifié d'urbicide. Hein. Rappelez-vous déjà le massacre de Hama, qui était le massacre d'une population, mais aussi d'un patrimoine. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir assisté à des réunions sur la reconstruction de Hama dans les années 2005-2006. Donc voilà, hein, c'est une tactique, on va dire, hein, une procédure qui était déjà bien connue et bien utilisée par le régime. Et puis, bon, on a parlé d'Alep, évidemment. Donc, il y a là aussi un phénomène bien plus complexe. Et puis, je ne passe pas sur les autres facteurs de dépatrimonialisation. Je voulais juste aussi vous montrer comment, justement, alors, c'est peut-être pas tant la population dans son ensemble, parce que là aussi, quand on analyse, on pourrait dire, qu'on étudie hein, les phénomènes d'appropriation du patrimoine, on se rend compte que le patrimoine, en tout cas institutionnel, n'est pas nécessairement approprié par l'ensemble du corps social et que différents facteurs peuvent entrer en jeu. Le niveau d'éducation, le lieu où on est né, où on vit. Et donc, il y a là, hein, ici, l'expression quand même, effectivement, une prise de conscience plutôt de la part d'artistes, d'intellectuels, de le désastre
que la destruction des ruines archéologiques représente. Alors, cette caricature, elle est intéressante parce que finalement, ça revient au même. Hein. On a d'un côté un combattant de Daesh qui voilà, dit détester les ruines et qui les détruit effectivement, et puis Assad qui les aime hein, et qui lui aussi voilà, ruine son pays à petit feu. Ici, pareil, vous avez dans l'image de droite en haut la caricature « Je suis Tadmor »,« Tadmir » qui signifie destruction et moi, ou encore nous avons repris Palmyre et détruit la Syrie, montrant à gauche ici de nouveau toute cette ambivalence d'un régime protecteur d'un patrimoine mondial, national, et puis destructeur aussi de patrimoines mondiaux, nationaux, comme c'est le cas à Alep. Alors, après l'État islamique, et ça c'est la troisième, pourrait dire la troisième phase, et celle dans laquelle on est à l'heure actuelle, se pose après ces phénomènes de patrimonialisation, dépatrimonialisation, celui de la reconstruction patrimoniale. Alors, c'est la question de qui, comment, quoi, pourquoi. Enfin voilà, on a déjà abordé toutes ces questions là tout à l'heure. Il semblerait effectivement que se pose encore à l'heure actuelle ce principe de la reconnaissance de la reconstruction à la fois in situ, totale et matérielle des vestiges, là où on a vu que des initiatives notamment avec le concours d'ICONEM de reconstitution virtuelle ont permis d'une certaine manière aussi de rendre réappropriables ces sites reconstruits virtuellement à des populations qui elles-mêmes sont déplacées. Parce que le problème aussi, quand on pose la question du pour qui, et dans le cas de Palmyre, de quelle population parle-t-on Qui reviendra Qui est déjà revenu Donc il y a là aussi toute une problématique qui a trait effectivement à la destination de ces reconstructions. On l'a vu, les initiatives et les débats entre les initiatives nationales, internationales, ont autant été posés après le départ de l'État islamique qu'actuellement. Donc ces questions restent en fait toujours en suspens, toujours les mêmes, face aussi à un phénomène de dégradation, de destruction qui se poursuit, faute effectivement de gardiennage, d'entretien, de moyens surtout. Alors, au niveau ici des priorités, des orientations, des partenaires, j'ai repris les propos de Nada El Hassan en 2017 qui sont aussi toujours très actuels, et on l'a entendu ce matin également. On justifie effectivement ces reconstructions par ce besoin aussi d'un peuple de renouer avec lui-même, de retrouver des repères, de retrouver une identité, de se reconstruire en tout cas autour d'une identité, et que oui, il y a d'autres priorités, sans doute, celle de reconstruire l'infrastructure d'un pays qui est ruiné, et en même temps, le patrimoine peut être aussi un terrain sur lequel la réconciliation, notamment nationale, pourrait s'opérer. Donc on a là des arguments à la fois pour, ou en tout cas pour une prise en compte du patrimoine dans le processus de reconstruction. Après, reste à prioriser effectivement les choses. Les craintes, c'est celle d'une reconstruction fantaisiste, celle effectivement de voir se créer, notamment avec l'investissement d'entrepreneurs privés étrangers, des parcs d'attractions sur ces sites archéologiques meurtris. Ça, c'est une crainte effectivement qui reste encore bien présente. Et puis, donc, je voulais aussi revenir, pour terminer, sur, je dirais, le troisième point ici de ces dias, c'est finalement quelle place, à l'heure actuelle, ces sites archéologiques, notamment antiques, vont-ils pouvoir occuper dans le nouveau roman national qui risque d'émerger? Ensuite, quel peut être aussi effectivement l'avenir de ces patrimoines inscrits à l'UNESCO et actuellement sur les listes en péril, là où on ne sait pas encore quelles seront les conditions de la reconstruction, restauration, quels seront les partenaires. Donc il y a un tas effectivement d'inconnus qui montrent bien que cette phase de la reconstruction, elle est celle aussi d'une recomposition, peut-être même d'une redéfinition de ce qui fait patrimoine pour les Syriens.
Et là, j'en viens effectivement à poser la question aussi de, par exemple, pour Palmyre, quid de l'hôtel Zénobie? C'est de l'architecture coloniale, c'est du patrimoine colonial, quid de la ville moderne? On a là finalement une notion de patrimoine, on l'a vu, autant dans les pays occidentaux que dans d'autres, notamment je le vois au Maroc, en Algérie. Il y a une extension temporelle telle qui fait que peut-être que de nouveaux objets intégreront le patrimoine palmyrénien et syrien à l'avenir. Donc c'est aussi toute cette articulation entre ces différents horizons patrimoniaux qui est à l'heure actuelle, enfin, qui pose question à l'heure actuelle. Donc voilà, la presse en fait écho. Et pour terminer, deux caricatures qui montrent en fait trois strates mémorielles qui me semblent indissociable de Palmyre. Et si on veut reconstruire avec les populations, il y a probablement à discuter sur leur intégration. C'est celle effectivement de la Palmyre de Zénobie, celle de la Palmyre des Assad, celle de la Palmyre de Daesh, ce qu'on retrouve aussi exprimé dans cette caricature. Donc peut-être effectivement une nouvelle histoire à écrire, ou en tout cas une nouvelle strate mémorielle à créer, à imposer à celles que nous connaissons déjà. Voilà, je vous remercie. On en fait trop. Pourquoi cette fascination pour Palmyre qu'on a tous, hein, avec un rapport quasi corporel, émotionnel enfin, j'apprécie beaucoup Patrick Cabanel, mais euh, un de mes directeurs de thèse. Donc, euh, mais si on regarde la Syrie et les Syriens, c'est pas le lieu qui marque le plus leur attachement. Quid de Hama, quid de Alep, quid de Homs. Et, et pour les Syriens, Palmyre, c'était d'abord la prison. Et tu as très justement dit que c'est d'abord pour eux la prison. Alors, bien sûr, il y a les ruines. Et je vois des bruits s'élever. Mais on a l'impression quand même, à lire cette littérature sans fin, que Palmyre, c'est d'abord une ruine universelle avant d'être une ruine syrienne, dont le régime s'approprie l'histoire avec Maréchal Classe, on ne va pas y revenir, mais et en même et c'est vrai que Palmyre est un site emblématique de ce génocide que la guerre a permis. Le théâtre, c'est le théâtre des pires indécences, hein, de Daesh au concert de l'armée russe. C'est effectivement le théâtre de l'indécence de la guerre civile. Mais en même temps, peut-être que ça permet de comprendre la Syrie d'hier comme la Syrie d'aujourd'hui et la Syrie de demain. Euh, et ce que tu disais permet peut-être de comprendre finalement les conditions d'une réappropriation du patrimoine par les Syriens et les contours d'un nouveau roman national, car il n'y a pas de honte à imaginer un roman national qui est les bases d'un vivre ensemble à venir et à redéfinir après un régime qui a sans doute disparu, mais comme je ne vais pas réutiliser ce concept de optimisme et pessimisme, avec les réalités d'aujourd'hui et de celles qu'on observe, y compris la semaine dernière avec les Alaouites. Peut-être que, vu le temps avançant, je vais passer directement la parole à Mathilde. Alors, Mathilde Ayoub est donc française et syrienne, franco-syrienne. Et c'est important de le noter. Chercheuse, doctorante à l'université de Cergy, euh, à la fois la double casquette, j'allais dire, d'historienne, peut-être d'archéologue, et je ne voudrais pas me tromper, et en même temps, j'allais dire, presque de conservatrice, ou en tout cas commissaire d'exposition, par votre travail et par votre pratique, j'allais dire, parce que vous travaillez à la fois sur le musée de Damas, ses collections, sur le processus mémoriel, et donc là, on va rebondir sur cette question de lieu de mémoire, mais aussi sur je veux dire, la pratique, y compris les enjeux de la réhabilitation
d'un héritage culturel menacé par la guerre, mais aussi par des pratiques politiques qui ont été celles du régime, et les statues, quel enjeu plus hautement symbolique que les statues qui incarnent, à nos yeux et aux yeux des Syriens, le régime comme la révolution. On a tous en tête les images de la chute des statues de Saddam à la prise de Bagdad en 2003. Ces statues, pour tous ceux qui ont été en Syrie, qui ont vécu en Syrie, occupent une place centrale dans l'espace. Et je ne vais pas revenir sur les très nombreuses statues équestres du papa comme du fils et du frère. Et ici, l'ouvrage de Ziad Majed avait bien montré la centralité de ces statues, qu'on peut resituer dans un enjeu de mémoire plus large, hein. J'ai souvenir d'avoir visité le musée le parc de Grutas en Lituanie, à la frontière biélorusse, cimetière de statues staliniennes recueillies après la chute, enfin l'indépendance lituanienne et la chute du mur, transformées en musée privé, avec évidemment tous les questionnements euh, patrimoniaux, politiques que pose cette histoire. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à Mathilde. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas archéologue, je suis plutôt historienne de l'art et plutôt de la période moderne. Donc, ça faisait une très bonne transition, la présentation de Laurence, puisque je vais en effet vous parler des statues modernes. Je tiens d'abord à remercier Salam Kawakibi pour son invitation à participer à cette journée d'études, ainsi que donc tous les organisateurs et organisatrices de cet événement. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et de rencontrer celles et ceux dont j'ai pu lire le travail depuis le début de mes recherches. Ça va, le son? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des interrogations et une réflexion autour de statues, de sculptures et de monuments qui ont pu exister dans l'espace public en Syrie ces 50 dernières années. Cette intervention n'a pas vocation à établir des vérités, mais plutôt à questionner des symboles, à se demander comment ils ont été instrumentalisés et comment les questions du patrimoine officiel doivent aujourd'hui être réinventées afin peut-être de participer à la reconstruction mémorielle en Syrie. Je suis désolée, il y a eu un petit problème avec l'export, mais le titre de l'intervention, c'est En Syrie, les statues meurent-elles aussi? Petite citation de Chris Marker. Comment donc regarder à nouveau l'art et le patrimoine moderne en Syrie après 50 ans de dictature et d'un art officiel de propagande? Cette communication souhaite questionner donc les politiques transitionnelles du patrimoine moderne à travers les récents et les futurs déboulonnages de statues, de monuments et de symboles dans l'espace public. Dans le contexte de transition politique syrien, suite à la chute, et comme le disait Salam tout à l'heure, à la fuite de Bachar el-Assad, nous avons vu circuler des vidéos de destruction de statues à l'effigie de la famille Assad et plus généralement de symboles représentatifs de l'idéologie du parti Baas au pouvoir depuis les années 70. Si ces déboulonnages semblent nécessaires et libérateurs dans le cadre de la chute de la dictature, comment peut-on aujourd'hui envisager l'écriture ou la réécriture de cette histoire de l'art moderne soumis à la volonté et aux commandes d'un régime totalitaire? Comment et pourquoi documenter ces changements symboliques? Est-ce que la destruction peut être vectrice de construction? Faut-il imaginer, peut-être dans la lignée de ce qu'on appelle le dark heritage, de conserver ou de documenter la chute de ces symboles de la dictature? Et si oui, comment les extraire finalement de leur contexte et raconter cette histoire? Je voudrais donc, dans cette intervention, interroger peut-être, on a parlé dans les précédentes interventions de la valeur finalement de la destruction du patrimoine, peut-être qu'on pourrait envisager finalement une valeur constructive de la destruction. Et nous allons parler évidemment de notions d'iconoclasme, de vandalisme dans les contextes de transition au pouvoir. Quand j'ai commencé il y a presque 10 ans à intégrer dans mon champ de recherche la question de l'art, des monuments, du patrimoine syrien, nous étions en plein dans ce qu'on a vu précédemment, le choc de la destruction. On a parlé de Palmyre, on a évoqué aussi le fait que le musée avait été pillé et saccagé. Ces statues ont été rapatriées à Damas au Musée national et ce dernier avait donc notamment utilisé euh, la, la, voilà, la figure du lion à la latte comme une figure finalement pour dire que le,
le gouvernement avait repris la main, avait restauré ce lion. J'avais visité alors, il y a quelques années, le musée de Damas qui venait de réouvrir et j'avais visité les ateliers de restauration dédiés à ces sculptures détruites et j'avais été frappée par ces statues millénaires décapitées, ces visages recollés. Il y a 10 ans, parler de... Donc, ces photos datent de 2019, mais il y a 10 ans, parler de ce patrimoine et de ces statues détruites était un déchirement, une perte pour le patrimoine militaire détruit. Il était donc question d'un patrimoine culturel saccagé qu'il fallait protéger. Les liens entre la gestion du patrimoine et l'État étaient à différencier, bien sûr, du pouvoir et du régime, mais toujours est-il que le pouvoir s'est alors servi de la préservation du patrimoine comme une vitrine. Comme je vous l'ai dit avec le lion à la latte. L'idée, c'était de montrer, en réhabilitant cette statue, que le patrimoine était protégé, qu'ils avaient déplacé des milliers d'objets, qu'ils avaient consolidé les musées. À cette époque, une statue émouvait plus peut-être les médias internationaux que les êtres vivants. 10 ans ont passé et depuis, certains musées ont petit à petit réouvert. Le musée de Damas a réouvert ses portes en 2018, une partie en tout cas, et des chantiers de restauration ont débuté. Notamment, moi, je travaille sur les collections d'art moderne du musée de Damas. Et donc, depuis février 2023, il y a tout un chantier de restauration de ces tableaux qui a débuté. Mais à partir du 29 novembre 2024, la libération d'Alep et jusqu'au 8 décembre, la date de la fuite du régime de Bachar el-Assad, on a vu sur nos écrans d'autres types d'images de destruction. On a vu tomber les statues monumentales à l'effigie de la famille al-Assad. On a vu des camions traîner au sol des têtes décapitées. Ces déboulonnages procurent un sentiment de libération à celui qui les commet et celui qui regarde ces images. Alors j'ai commencé une collecte de ces photographies dont certaines vous seront certainement familières. La Syrie n'est pas le premier pays dont le peuple décide de raser une statuaire. On a parlé en effet de la statue de Saddam Hussein en Irak en 2003. On se rappelle évidemment enfin, moi je ne me rappelle pas, mais de la statue de Staline à la chute de l'URSS. Et on peut aussi revenir à des histoires plus lointaines, la Commune à Paris ou la Révolution française. La destruction et le vandalisme des effigies du pouvoir fait partie du processus de transition politique. Aujourd'hui, il faut mettre en tension la valeur destructrice ou constructrice de la notion d'un iconoclasme politique post-dictature. Cette notion d'iconoclasme post-dictature, elle est à différencier peut-être d'un iconoclasme qui serait instauré par un État ou par un régime. Il faut peut-être, on ne voit pas très bien, il n'y a pas beaucoup de contraste, il faut peut-être remettre en tension aujourd'hui la valeur, il faut peut-être revenir à cette histoire du culte de la personnalité de la famille Assad, qui depuis des décennies se représente dans l'espace public par des statues, par des statues équestres. On parlait tout à l'heure de la Sainte Trinité. Finalement, en Syrie, depuis des décennies, chaque commerce devait présenter son portrait de Hafez puis de Bachar el-Assad. Leur visage était partout. À chaque rond-point, il y avait une statue sur chaque place, dans chaque bus. Finalement, c'était comme si arborer l'effigie du dictateur était aussi une forme de protection, de se protéger. Euh, euh, voilà, c'était comme se garantir une tranquillité. Dans son ouvrage qui s'intitule La disgrâce des statues et que j'ai lu pour préparer cette intervention, Bertrand Tilly analyse les images qui ont circulé, notamment au moment de la chute de Saddam Hussein. La chute physique de la statue de Saddam Hussein, dit-il, écrit-il, vient combler le défaut d'image de son arrestation et de sa fin politique. C'est une vidéo du coup qui date du 9 avril 2003. Peut-être qu'en Syrie, aujourd'hui, ce déboulonnage des statues et cette chute des statues est l'une des seules manières que le peuple syrien a eu pour s'approprier la chute de ce régime, pour juger les crimes commis par la famille Assad. Détruire, piller, arracher et piétiner ces visages était finalement une manière de rendre justice, puisqu'il n'y a pas eu jusqu'à ce jour de justice. Je n'aurai peut-être pas le temps de parler de cette statue, mais on pourra en revenir pendant la discussion.
Donc ça, c'est la photo, un autre point de vue de la photo qui a été utilisée pour la journée, pour cette journée d'études, euh, voilà, qui est sur nos badges. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, faut-il détruire tous les monuments? D'autres monuments, hormis ceux qui représentent la famille Assad, sont aujourd'hui remis en question car ils ont été érigés sous la période de la dictature. C'est le cas notamment de la statue des martyrs de la place Al-Jabiri à Alep. Dans le cadre du projet de réhabilitation de cette place, il a été question de retirer ce monument aux martyrs qui a été sculpté par l'artiste Abdulrahman Moukat. Cette statue retrace finalement l'histoire de la lutte des Syriens contre l'occupation française jusqu'à l'indépendance. Un groupe de citoyens a demandé l'annulation de cette décision afin de réfléchir collectivement au statut de cette statue, au statut de ce monument. Aujourd'hui, il est important d'écrire et de retracer l'histoire de la statuaire publique syrienne afin de pouvoir écrire une histoire collective de la Syrie. Est-ce que tous les symboles doivent être détruits? Lesquels garder? Avec quel récit les accompagner? Si l'on regarde l'histoire de l'art et plus particulièrement l'histoire de la statue dans l'espace public, c'est les sculpteurs finalement renommés étaient choisis pour produire des statues monumentales à l'effigie des chefs de l'État. C'est le cas par exemple de cet artiste, Wadi Rameh, dont le travail sculptural était par ailleurs exposé au musée de Damas dans les salons d'automne. Mais il pouvait aussi bien représenter des femmes nues que des enfants. Son travail n'était pas en soi un travail pro-Assad. Comment donc penser que les artistes qui ont produit des œuvres à l'effigie du dictateur avaient pu peut-être produire d'autres œuvres, poétiques ou politiques, mais pas forcément au service du régime? Il y a donc un paradoxe entre un art officiel, commandité, et peut-être un art plus spontané. Euh, Voilà à nouveau une autre statue. Le climat de répression était si important, certains artistes ont participé à ce culte de la personnalité, mais c'est aussi un climat général du début des années 70 avec la création de l'Union des artistes arabes qui a lieu au musée de Damas en 71 et où les artistes venus du monde arabe dessinent les devoirs de l'artiste et notamment son implication dans la politique et dans la vie sociale. Les artistes arabes ont un devoir moral et social. Peut-être que l'idéalisme politique du début du parti basse imprègne l'idéologie artistique de l'époque. Détruire ces symboles de l'oppresseur est donc un soulagement, mais c'est finalement aussi la reprise du peuple face à ce demi-siècle de privation de liberté où les artistes sont aussi obligés de représenter le pouvoir pour s'acheter une tranquillité artistique. Et ceux qui ne le font pas ont des destins moins tragiques et peut-être n'exposent pas non plus au musée de Damas. Ça, c'est une autre question qu'on pourrait se poser et qui fait partie aussi de la question que je me pose dans ma thèse. Quelles sont les œuvres qui entrent dans les collections et en quoi elles représentent une certaine histoire de la Syrie? Quel statut donc pourrait remplacer ces symboles de la dictature? Pour ouvrir cette intervention, je voulais vous parler de la statue du poète Al-Mari. Dans les années 1940, un bronze représentant le buste d'Al-Mari est réalisé par un jeune sculpteur syrien que vous voyez ici, qui s'appelle Fatih Mohamed. Ce buste a été conservé donc, au musée de Marat el-Nouman, puis il a été donc, décapité en 2013 et le musée a été presque intégralement détruit. On va se déplacer de Marat el-Nouman à Montreuil, puisque le comédien Farez Elou, que vous connaissez, a commencé un travail de mémoire autour de cette statue et autour de la figure du poète et penseur syrien suite à la décapitation de ce buste à Marat el-Nouman. Après avoir appris la destruction du buste, il décide finalement de contacter un jeune artiste, un jeune sculpteur syrien qui s'appelle Hassam El-Bacha et lui demande de sculpter une nouvelle tête finalement pour ce buste. Ce buste est donc installé à Montreuil depuis 2023, jusqu'à ce que l'idée serait qu'elle puisse retourner en Syrie. Donc c'est une statue qui a un statut particulier, qui a un statut de réfugié. Et donc l'idée serait voilà, qu'elle puisse retourner dans sa ville natale ou dans la ville d'origine de Al-Mari, à Marat el-Nouman, dans la province d'Idlib. La statue a donc été érigée le 15 mars 2023, la date anniversaire du début de la révolution syrienne. Peut-être pour finir, je voudrais vous montrer cette image, puisque voilà la question qui se pose aujourd'hui, comment penser de nouveaux symboles, comment chercher de nouveaux visages à ériger pour remplacer symboliquement les monuments déboulonnés.
Et finalement, peut-être c'est en effet aux Syriens de se réapproprier leurs propres symboles. Pour finir, je voulais vous montrer ce monument donc, qui s'appelle l'épée de Damas ou The Sword of Damascus, qui a été érigé pour la foire internationale de Damas, qui a été initialement décorée par l'artiste Abdelkader Arnaout, qui dans les années 80 a finalement changé de motif. Donc vous voyez l'histoire de ce monument qui précédemment représentait des tableaux de tous les pays invités, des drapeaux de tous les pays invités à la foire internationale de Damas. Maintenant, il y a un vitrail qui représente la rose de Damas, mais il y a une image, voilà, on voit bien dans cette diapo. Le 11 mars 2025, c'est là que se sont rassemblés des Syriens et des Syriennes pour le premier anniversaire libre de la Révolution. Les monuments abstraits, en ce qu'ils n'ont pas de visage, permettent peut-être aussi de rassembler et d'imaginer un futur commun qui pourrait intégrer tous les visages et toutes les personnalités. Je vous remercie pour votre attention. Alors, il est déjà tard, donc je vais peut-être juste... est-ce qu'il y a des questions? Parce que cette dernière intervention est vraiment très riche. En plus, elle fait des résonances avec un vandalisme, déboulonnage de statues qui interroge souvent nos historiens, nos intellectuels, qui y trouvent des bris de lieux de mémoire, quels que soient ces statuts. Je pense aux statuts aussi bien des généraux sudistes que de nos grands hommes coloniaux. Alors, bien sûr, ici, on est dans un vandalisme révolutionnaire et qui, enfin, la partie très intéressante, c'est sur la réappropriation finalement par la nation syrienne de leur histoire. On a aussi tous en tête les images de ces Syriens foulant les livres et les objets dans le palais des Assad à Damas. Et la question, c'est bien sûr quid de ces statues, mais aussi d'une nouvelle statuaire qui pourrait s'inscrire dans un autre roman national qui est aussi bien artistique que politique. Est-ce qu'on a un peu de temps pour des questions? Parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Merci et félicitations à tous pour des interventions très intéressantes. Sur la dernière en particulier, j'étais en 2010 à Maaret Norman et donc j'avais vu la statue. À l'époque, elle n'était plus au musée, elle avait été transférée dans un autre petit bâtiment en ville, mais j'avais été surpris de ne pas la voir dans le musée, on m'avait expliqué qu'elle était partie. Mais comme vous avez justement dit qu'elle est en bronze, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il existe un plâtre quelque part et qu'elle peut être refaite? Et alors, je conclus mon autre question pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur qu'est-ce que serait une nouvelle statuaire de la Syrie. J'espère que je ne serai pas le seul à espérer qu'un jour, on peut espérer que l'ancêtre de Salam aura aussi droit à sa statue, parce que ça serait un symbole, je dirais, très unificateur dans la nouvelle Syrie. Merci. Je laisse peut-être des spécialistes du musée de Marat El-Nouman répondre afin de savoir s'il existe un plâtre de la sculpture de Fatih Mohamed. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse dans la salle, moi je ne l'ai pas. Après, on pourrait aussi, comme il a été fait au musée de Damas, réimaginer au musée de Damas, quand ils ont restauré les statues de Palmyre, ils ont fait presque de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'ils avaient des photographies avant, ils avaient des photographies après, enfin, et ils ont reconstitué des visages. Est-ce que c'est ça? Est-ce que raconter l'histoire, ce serait remettre une tête à cette statue décapitée? Peut-être pas, peut-être que juste présenter la photo de Fatih Mohamed avec sa sculpture à côté de la sculpture décapitée, c'est ça faire acte de mémoire. Parce que peut-être qu'essayer de réparer, alors, je ne sais pas s'il y a des restaurateurs ou des restauratrices dans la salle, mais peut-être que c'est un débat qui est présent en général dans la conservation-restauration. Est-ce qu'il faut à tout prix, et sûrement les archéologues aussi, est-ce qu'il faut à tout prix faire de la chirurgie esthétique et remettre les choses comme elles étaient avant? Ou peut-être que raconter l'histoire de la destruction, c'est ça faire acte de mémoire et c'est ça participer au processus mémorial? Oui, la destruction des statues, pardon, c'est vieux comme le monde. Au XIXe siècle en France, il y a un mouvement constant de destruction. Comme on changeait de régime tous les 20 ou 25 ans, il y a eu des monuments. Pour un historien, toute destruction d'archives est une perte, quoi qu'il arrive.
Alors, autant on comprend évidemment la joie des gens d'abattre la statue de Saddam Hussein, de piétiner Bachar el-Assad, etc. Ça paraît tout à fait légitime. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'une fois la joie ou la colère s'étant exprimée, il faut peut-être prendre des mesures parce que, dans le fond, on détruit aussi une partie du patrimoine. Alors, est-ce qu'il faut inventer une nouvelle statuaire? Moi, je fais confiance aux artistes, ils trouveront. On a cessé de trouver à toute époque un moyen de représenter euh, ce qui faisait la société avec les désaccords. La seule chose qui est pitoyable, c'est quand dans une société, il n'y a qu'une seule forme d'art, il n'y a qu'un seul art officiel. Voilà. Mais pour le reste, je crois qu'au contraire, il faut essayer de sauvegarder le plus possible. Peut-être que pendant un certain temps, on peut mettre le statut à l'abri à la frontière lituanienne, par exemple, ou d'autres. Mais je crois que on ne peut pas partager le patrimoine entre le bon et le mauvais. Donc, je crois que c'est pas possible. Et pour une chose qui m'a beaucoup frappé tout à l'heure, mais je leur dirai puisque je dois tirer des conclusions, euh, c'est que le régime des Assad a privilégié certains sites, comme s'il y avait que 3 sites ou 4 sites en Syrie. Alors, Palmyre, on y emmène tous les chefs d'État. On ne comprend pas pourquoi on va les emmener dans cet antre du colonialisme romain. Mais enfin, c'est comme ça. Il y a Bosra. Mais tout ce qui est autour de Bosra, alors qu'il y a des ruines, pour Annie et moi qui avons parcouru tous les villages du sud de la Syrie, il y a des vestiges dans tous les villages. Et donc, ce qu'il faut, c'est sensibiliser la population à d'abord, à ce qui est chez eux. Moi, je me souviens toujours de cette réflexion de la plupart des gens. Quand on arrive dans un village, ils disent, vous cherchez quoi? Alors on explique ce qu'on cherche. Ah, mais il faut aller à Bosra. Ah ben oui, Bosra, merci, on le sait. Mais et puis tout d'un coup, ils découvrent des inscriptions grecques, il y en a chez eux, dans leur poulailler, dans leur chambre, n'importe où. Donc je crois que la sensibilisation au patrimoine, elle se fait d'abord sur place. Et c'est ça qui me paraît important. Et ça, il faut qu'on arrive à ça. Merci par rapport à ce que vous dites peut-être sur le fait de conserver des statues et des symboles. Je suis d'accord avec vous que toute destruction du patrimoine est mauvaise, mais peut-être en voulant interroger la valeur constructive du patrimoine. Peut-être que préserver ces statues, on peut peut-être les garder décapitées. On n'est peut-être pas obligé on n'est pas obligé de les restaurer. On peut peut-être aussi garder dans ces. Moi, j'espère qu'il va y avoir des musées de la mémoire qui vont ouvrir. Il a été question que la prison de Sedna aussi devienne. Je pense qu'il n'y a plus de piles dans mon micro. Que la prison de Sednaya devienne aussi peut-être un musée de la mémoire. Peut-être qu'on pourrait à la fois présenter ces statues décapitées. On n'est pas obligé de les réériger. On peut les présenter aussi avec les vidéos de. Parce que finalement, c'est vrai que c'est difficile de voir le vandalisme. Et là, on a parlé que de destruction négative du patrimoine. Mais là, ici, comment documenter sans réériger et sans redonner à ces symboles la force négative qu'ils pouvaient avoir avant. Merci. Et ici, je pense aussi moi, au rôle de l'école dans cette réappropriation d'une culture historique qui serait renouvelée. Je pensais à une discussion qu'on avait eue avec Nadine Méouché tout à l'heure, qui a travaillé sur les manuels scolaires du régime de l'école élémentaire. Et ça rebondira avec ce qu'on a dit tout à l'heure, où le passé islamique a été effacé par le régime de Bachar. Et donc, là, comme pour reprendre ce que disait Michel, il ne s'agit pas de choisir, comme pouvait le faire le régime, des périodes qui soient plus propices à une vision politique, mais c'est donner aux Syriens, enfin que les Syriens se donnent les moyens d'une culture qui est globale, qui n'est pas simplement segmentée en fonction de lectures politiques et idéologiques. Et évidemment, l'histoire islamique, l'archéologie islamique est au cœur de cette histoire. Juste 3 points rapides. Pour Hassan Bacha, ce n'est pas un jeune sculpteur, c'est un vieux sculpteur. Il a 80 ans. Si c'est jeune encore, tant mieux. Pour la statue, oui, oui, mais pour parler de Kawakibi, il y a une buste de Kawakibi dans un jardin public. Juste aussi pour rebondir sur. Pardon?
pour rebondir sur la perception de Palmyre comme étant pour les Syriens une prison et pas un site archéologique, il m'est arrivé une histoire qui confirme ce constat. Une jeune Française qui faisait du tourisme en Syrie a rencontré un de mes amis qui a passé 16 ans à Palmyre, en prison. Et le monsieur, il lui a posé une question très naïve en disant, qu'est-ce que vous avez aimé le plus en Syrie? Elle a dit, j'ai passé 3 jours à Palmyre, j'ai adoré. Et sa réponse très froide, elle était, ah ben, moi j'ai passé 16 ans, j'ai pas aimé du tout.